Dans le cadre d'une interview, nous avons rencontré pour vous un citoyen engagé sur des questions sociales, mais surtout politiques, avec qui nous avons fait le tour de l'actualité politique de notre pays, depuis l'investiture du président de la République jusqu'à la mise en place du premier gouvernement de la 5e République, ce vendredi 9 mai 2025 au Déguégué. Alors, M. Serge Alioune Moutinga, vous avez vu cette investiture du président de la République comme tous les Gabonais. Quelles sont vos impressions? Je crois avec l'œil d'un observateur averti de la politique, déjà vous dites que c'est la première fois que l'investiture se passe hors du palais. Et je crois que c'était, à mon avis, bien réfléchi, parce qu'il fallait confirmer le pourcentage de 94%. Et donc, il fallait rendre forcément cette investiture populaire. Et donc, c'est ce qui a été fait. De ce point de vue, c'est déjà quelque chose de nouveau auquel on a assisté. Et autre chose, c'est au niveau des invités. Vous savez, lorsque votre cérémonie enregistre un nombre incalculable d'invités, cela dénote que vous avez une lourde responsabilité. En fait, c'est le statut qu'on vous donne. Voilà. Et donc, si aujourd'hui le Gabon a eu autant de présidents, autant de délégations venues assister à cette investiture, c'est-à-dire on accorde au pays un certain nombre de... on accorde un pays un respect. Et puis, ça augmente le niveau des attentes également. Voilà, parce que justement, plus votre considération est élevée, plus les attentes sont également élevées. Et donc, évidemment, je pense que le président de la transition pèse le poids de toutes ses responsabilités, allant du pourcentage à l'élection au niveau d'organisation de l'investiture. Je pense que tout ça, il faut que ça soit maintenu et démontré dans les actes qui vont suivre par la suite. L'opinion nationale est mitigée suite à la remise publique du pouvoir traditionnel au chef de l'État. Quel est votre point de vue? Vous savez, moi j'ai une autre lecture de ce genre de situation. Parce que vous savez, tout ce qui touche à la spiritualité est ultra sensible. Donc, en ce que je sache, la tradition est tellement complexe qu'il faut avoir un niveau acceptable pour comprendre les méandres de la spiritualité. Déjà, vous dire que tout ce qui est traditionnel est secret. On ne transmet pas le pouvoir traditionnel publiquement. Ça ne se passe pas. Le pouvoir traditionnel, je vais vous prendre deux exemples pour illustrer mes propos. Si vous trouvez un guérisseur qui vous donne une liste des choses à acheter et puis mettre dans le seau, c'est un médecin. On peut comparer un médecin de la médecine moderne. Un guérisseur traditionnel, ça veut dire que quelqu'un qui a reçu l'onction, qui a reçu le mandat de guérir, lui ne prend pas les feuilles, il l'ordonne à la feuille et la feuille exécute. Pourquoi? Parce que quand il va prendre la feuille, il consulte d'abord la feuille, il dit « je veux résoudre tel problème, je veux avoir la feuille qui va me permettre de résoudre tel problème ». Et quand il va en brousse, il prend la feuille qui correspond au problème, il vient, il administre et la personne guérit. Parce qu'il est habité par les entités. Or, la même feuille, vous pouvez prendre, faire la même chose, ça ne peut pas marcher. C'est pour cette raison que la médecine traditionnelle ne peut pas être conservée dans un livre. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a le côté purement mystique dans la médecine traditionnelle. Et le côté mystique ne peut pas être contenu dans un livre, malheureusement. Et donc, il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas la dimension, mais ils viennent quand même expliquer. Et je pense que pour des raisons protocolaires, on peut accepter ce qui s'est passé. Mais si on veut rentrer en profondeur, ce n'est pas nécessaire que la transmission se passe comme ça, parce que tout ce qui est traditionnel est mystique. Et ça ne se passe pas comme ça. Le premier gouvernement de la 5e République est désormais en place. Votre regard? Moi, je crois que un président, quand il est élu, en règle générale, il travaille avec le personnel disponible, ça veut dire avec son relationnel.
Et donc, il prend à partir à partir des gens qui l'entourent, ceux qu'il estime avoir la compétence nécessaire pour l'accompagner dans l'exercice de ces activités. Et donc, moi, j'estime que si aujourd'hui le président de la transition a choisi l'actuel vice-président de la République et l'actuel patron du gouvernement, c'est parce qu'il a estimé que ces derniers ont la capacité nécessaire pour l'accompagner dans le défi qu'il entend dans les 7 prochaines années. Et je pense que, et c'est ainsi aussi pour le gouvernement, je pense que la composition de ce gouvernement au regard des personnalités qui occupent un certain nombre de départements, on peut espérer que la donne va certainement changer. Et comme vous le savez déjà, en règle générale, c'est le capitaine qui donne le tempo. Et donc, le capitaine de cette équipe n'est autre que le président de la transition. Donc, c'est lui qui doit donner le tempo et puis les autres vont suivre le rythme parce que c'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui est le coach, c'est lui qui est le capitaine de l'équipe, donc c'est lui qui doit conduire l'équipe. Voilà. Et donc, les autres ne sont que des vice-capitaines qui vont suivre les instructions qu'il va mettre à leur disposition pour exécuter telle ou telle tâche. Et je crois de manière, pour résumer la situation, un gouvernement, c'est se mettre au service du plus grand nombre. Et si les instructions données par le président de la transition sont respectées, et je crois que les 7 prochaines années, nous allons connaître certainement des améliorations dans plusieurs secteurs, ce que nous espérons tous. Quelle devait être l'attitude du peuple face à ce nouveau gouvernement? Moi, je pense que la meilleure façon d'amener un bébé vers la croissance, c'est de l'accompagner. Et on accompagne un bébé en redressant un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ce que moi je souhaite aujourd'hui, c'est de voir un pays débarrassé de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il faut avoir la lucidité nécessaire de dire aux dirigeants ce qu'il en est. S'il y a un dysfonctionnement, il faut dénoncer le dysfonctionnement pour permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions. Alors, ce n'est que comme ça que le pays peut avancer. Moi, j'ai souvent le regret de constater que pour quelqu'un qui est gabonais et qui sait qu'il va grandir au Gabon, il va vieillir au Gabon, il va laisser les enfants au Gabon, il se comporte comme si le pays s'arrêtait à sa seule modeste personne. Le pays va continuer. Donc, les erreurs que vous allez commettre aujourd'hui, les actes que vous allez commettre aujourd'hui contre la nation vont avoir des conséquences sur les générations futures. Donc, dès lors que nous prenons conscience de cet état de fait, nous allons corriger un certain nombre de choses. Et le souhait aujourd'hui, c'est que le peuple accompagne justement les autorités dans ce sens-là et non le contraire. Donc, accompagner un dirigeant, ce n'est pas chanter ses louanges, ce n'est pas féliciter. Accompagner un dirigeant, c'est dire au dirigeant ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit faire. Quand c'est mal fait, on va dire là, c'est mal fait. On peut corriger, on peut redresser. Mais si chacun plaide pour ses petits intérêts, plaide parce qu'il veut garder son petit poste, je pense que nous allons tous, à un moment donné, le bateau peut couler et là, c'est le plus grand nombre qui perd. Nous sommes donc arrivés au terme de cette interview. Peut-être un mot que vous n'avez peut-être pas évoqué, une question que vous n'avez peut-être pas évoquée ce soir. C'est juste peut-être en termes de conclusion, dire que le souhait pour nous autres, les observateurs avertis de la scène politique, c'est de dire que les autorités gagneraient à ouvrir la scène politique. À ouvrir la scène politique parce que notre scène politique est confisquée par les vieilles méthodes de tricherie lors des élections. Et en trichant, on ne donne pas la possibilité aux véritables valeurs de se mouvoir. Parce que ce sont les mêmes qui reviennent dans les assemblées, ce sont les mêmes qui dirigent les collectivités. Même s'ils sont politiquement limités, ils sont là simplement parce qu'ils ont des lobbies qui les tirent. Mais en libérant la scène politique, je suis sûr que les gens auront plus la possibilité d'expliquer aux populations ce qu'il en est, aux populations ce qu'il faut améliorer, et on va assister à l'arrivée dans ces différentes institutions de nouvelles personnes, des gens peut-être capables d'impulser une autre dynamique que d'assister à
aux gens qui aiment tourner en rond chaque année parce qu'ils ont l'habitude de siéger à l'Assemblée et au Sénat parce qu'ils estiment que là-bas c'est chez eux et ils ne veulent plus quitter. Donc le souhait pour nous autres, c'est de voir cette classe politique véritablement changer sur le terrain. On ne parle pas de classes politiques qu'on parachute à gauche, à droite. C'est une classe politique qui s'assume et qui se bat sur le terrain pour échanger. Parce que c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de personnes ou bien on va se battre dans un ring. Non, c'est un combat d'idées. Et je pense que si le principe est acquis, notre démocratie va connaître des améliorations. Voilà. Merci, M. Mutinda, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et vous présentez à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Moi, c'est M. Serge Ali Mutinda. Mutinda Mwangatwa Serge à l'état civil. Alors, ce soir, nous venons vous rencontrer dans le cadre d'une interview qui va donc traiter donc, de l'investiture du président de la République. Et puis, nous allons chuter avec l'investiture, plutôt la mise en place du nouveau gouvernement. Mais d'abord, comment vous avez apprécié cette investiture qui a eu beaucoup d'invités de marque, plus de 16 présidents qui ont été accueillis au Gabon lors de cette investiture. Comment vous avez regardé cette cérémonie? Je crois avec l'œil d'un observateur averti de la politique, déjà vous dites que c'est la première fois que l'investiture se passe hors du palais. Et je crois que c'était, à mon avis, bien réfléchi parce qu'il fallait confirmer le pourcentage de 94%. Et donc, il fallait rendre forcément cette investiture populaire. Et donc, c'est ce qui a été fait. De ce point de vue,
c'est déjà quelque chose de nouveau auquel on a assisté. Et autre chose, c'est au niveau des invités. Vous savez, lorsque votre cérémonie enregistre un nombre incalculable d'invités, cela dénote que vous avez une lourde responsabilité. En fait, c'est le statut qu'on vous donne. Voilà. Et donc, si aujourd'hui le Gabon a eu autant de présidents, autant de délégations venues assister à cette investiture, c'est-à-dire on accorde au pays un certain nombre de... on accorde à un pays un respect. Et puis, ça augmente le niveau des attentes également. Voilà, parce que justement, plus votre considération est élevée, plus les attentes sont également élevées. Et donc, évidemment, je pense que le président de la transition pèse le poids de toutes ses responsabilités, allant du pourcentage à l'élection au niveau d'organisation de l'investiture. Je pense que tout ça, il faut que ça soit maintenu et démontré dans les actes qui vont suivre par la suite. Et puis nous avons également des traditionalistes qui ont organisé une cérémonie, mais qui aujourd'hui un peu dans la population, il y a un peu de différence. En fait, l'opinion est mitigée par rapport à cette cérémonie qui s'est faite publiquement, alors que d'autres pensent qu'elle devait se faire de manière discrète dans un lieu secret. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Vous savez, moi j'ai une autre lecture de ce genre de situation, parce que vous savez, tout ce qui touche à la spiritualité est ultra sensible. Donc, en ce que je sache, la tradition est tellement complexe qu'il faut avoir de la maîtrise pour, et certainement un peu je ne sais pas comment il faut qualifier ça, il faut avoir un niveau acceptable pour comprendre les méandres de la spiritualité. Déjà, vous dire que tout ce qui est traditionnel est secret. On ne transmet pas le pouvoir traditionnel publiquement. Ça ne se passe pas. Le pouvoir traditionnel, je vais vous prendre deux exemples pour illustrer mes propos. Si vous trouvez un guérisseur qui vous donne une liste des choses à acheter et puis mettre dans le seau, c'est un médecin. On peut comparer à un médecin de la médecine moderne. Un guérisseur traditionnel, ça veut dire que quelqu'un qui a reçu l'onction, qui a reçu le mandat de guérir, lui ne prend pas les feuilles, il l'ordonne à la feuille et la feuille exécute. Pourquoi? Parce que quand il va prendre la feuille, il consulte d'abord la feuille, il dit « je veux résoudre tel problème, je veux avoir la feuille qui va me permettre de résoudre tel problème ». Et quand il va en brousse, il prend la feuille qui correspond au problème, il vient, il administre et la personne guérit, parce qu'il est habité par les entités. Or, la même feuille, vous pouvez prendre, faire la même chose, ça ne peut pas marcher. C'est pour cette raison que la médecine traditionnelle ne peut pas être conservée dans un livre. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a le côté purement mystique dans la médecine traditionnelle. Et le côté mystique ne peut pas être contenu dans un livre, malheureusement. Et donc, il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas la dimension, mais ils viennent quand même expliquer. Et je pense que pour des raisons protocolaires, on peut accepter ce qui s'est passé. Mais si on veut rentrer en profondeur, ce n'est pas nécessaire que la transmission se passe comme ça, parce que tout ce qui est traditionnel est mystique. Et ça ne se passe pas comme ça. Et puis, juste, on va dire 3 jours après, donc l'investiture du président de la République, nous voyons que c'est un homme dynamique. Il n'a pas pris assez de temps. Il a, juste après la démission donc, du Premier ministre de la Transition, il a mis en place les 2 vice-présidents et aussitôt le gouvernement est en place. Comment vous analysez, quel est votre regard par rapport à cet état de fait, cette promptitude du président de la République fraîchement installé? Moi, je crois que un président, quand il est élu, en règle générale, il travaille avec le personnel disponible, ça veut dire avec son relationnel. Et donc, il prend à partir de son
à partir des gens qui l'entourent, ceux qu'il estime avoir la compétence nécessaire pour l'accompagner dans l'exercice de ces activités. Et donc, moi, j'estime que si aujourd'hui le président de la transition a choisi l'actuel vice-président de la République et l'actuel patron du gouvernement, c'est parce qu'il a estimé que ces derniers ont la capacité nécessaire pour l'accompagner dans le défi qu'il entend dans les 7 prochaines années. Et je pense que, et c'est ainsi aussi pour le gouvernement, je pense que la composition de ce gouvernement au regard des personnalités qui occupent un certain nombre de départements, on peut espérer que la donne va certainement changer. Et comme vous le savez déjà, en règle générale, c'est le capitaine qui donne le tempo. Et donc le capitaine de cette équipe n'est autre que le président de la transition. Donc c'est lui qui doit donner le tempo et puis les autres vont suivre le rythme parce que c'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui est le coach, c'est lui qui est le capitaine de l'équipe, donc c'est lui qui doit conduire l'équipe. Voilà. Et donc les autres ne sont que des vice-capitaines qui vont suivre les instructions qu'il va mettre à leur disposition pour exécuter telle ou telle tâche. Et je crois de manière, pour résumer la situation, un gouvernement, c'est se mettre au service du plus grand nombre. Et si les instructions données par le président de la transition sont respectées, et je crois que les 7 prochaines années, nous allons connaître certainement des améliorations dans plusieurs secteurs, ce que nous espérons tous. Peut-être un mot de fin, que direz-vous peut-être aux populations vis-à-vis de ce gouvernement? Est-ce qu'elles doivent soutenir ce gouvernement? Est-ce qu'elles doivent, bon, comme elles l'ont manifesté, 94% de vote au président, c'est aussi un challenge pour la population qui a fait confiance au président. Est-ce que cette population doit également continuer à faire confiance au président à travers également ce gouvernement? Moi, je pense que la meilleure façon d'amener un bébé vers la croissance, c'est de l'accompagner. Et on accompagne un bébé en redressant un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ce que moi je souhaite aujourd'hui, c'est de voir un pays débarrassé de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il faut avoir la lucidité nécessaire de dire aux dirigeants ce qu'il en est. S'il y a un dysfonctionnement, il faut dénoncer le dysfonctionnement pour permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions. Alors, ce n'est que comme ça que le pays peut avancer. Moi, j'ai souvent le regret de constater que pour quelqu'un qui est gabonais et qui sait qu'il va grandir au Gabon, il va vivre au Gabon, il va laisser les enfants au Gabon, il se comporte comme si le pays s'arrêtait à sa seule modeste personne. Le pays va continuer. Donc les erreurs que vous allez commettre aujourd'hui, les actes que vous allez commettre aujourd'hui contre la nation vont avoir des conséquences sur les générations futures. Donc dès lors que nous prenons conscience de cet état de fait, nous allons corriger un certain nombre de choses. Et le souhait aujourd'hui, c'est que le peuple accompagne justement les autorités dans ce sens-là et non le contraire. Donc, accompagner un dirigeant, ce n'est pas chanter ses louanges, ce n'est pas féliciter. Accompagner un dirigeant, c'est dire au dirigeant ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit faire. Quand c'est mal fait, on va dire là, c'est mal fait. On peut corriger, on peut redresser. Mais si chacun plaide pour ses petits intérêts, parce qu'il veut garder son petit poste, je pense que nous allons tous, à un moment donné, le bateau peut couler et là, c'est le plus grand nombre qui perd. Nous sommes donc arrivés au terme de cette interview. Peut-être un mot que vous n'avez peut-être pas évoqué, une question que vous n'avez peut-être pas évoquée ce soir. C'est juste peut-être en termes de conclusion, dire que le souhait pour nous autres, les observateurs avertis de la scène politique, c'est de dire que les autorités gagneraient à ouvrir la scène politique. À ouvrir la scène politique parce que notre scène politique est confisquée par les vieilles méthodes de tricherie lors des élections. Et en trichant, on ne donne pas la possibilité aux véritables valeurs de se mouvoir. Parce que ce sont les mêmes qui reviennent dans les assemblées, ce sont les mêmes qui dirigent les collectivités. Même s'ils sont politiquement limités, ils sont là simplement parce qu'ils ont des lobbies qui les tirent. Mais en libérant la scène politique, je suis sûr que
les gens auront plus la possibilité d'expliquer aux populations ce qu'il en est, aux populations ce qu'il faut améliorer, et on va assister à l'arrivée dans ces différentes institutions des nouvelles personnes, des gens peut-être capables d'impulser une autre dynamique que d'assister aux gens qui aiment tourner en rond chaque année parce qu'ils ont l'habitude de siéger à l'Assemblée et au Sénat parce qu'ils estiment que là-bas c'est chez eux et ils ne veulent plus quitter. Donc le souhait pour nous autres, c'est de voir cette classe politique véritablement changer sur le terrain. On ne parle pas des classes politiques qu'on parachute à gauche, à droite. C'est une classe politique qui s'assume et qui se bat sur le terrain pour échanger. Parce que c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de personnes ou bien on va se battre dans un ring. Non, c'est un combat d'idées. Et je pense que si le principe est acquis, notre démocratie va connaître des améliorations. Voilà. Merci, M. Nzinga, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Excellente soirée. Merci.